On va en parler avec l'IA, ça change très vite. Donc la capacité à savoir naviguer dans l'incertitude, je dirais que ça c'est vraiment le leadership augmenté. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Skill Me Up. Aujourd'hui, je reçois Luce Danse. Luce est coach certifiée avec une approche systémique et neuroscientifique. Après un parcours dans le risk management, elle s'est spécialisée dans le leadership. Et aujourd'hui, avec Arise, elle accompagne les managers et les entreprises à surmonter les situations difficiles. Luce est également professeure à Sciences Po Paris à HEC, où elle intervient sur son sujet favori du leadership, mais pas que. Bonjour Luce. Bonjour Delphine. Alors, je suis ravie de t'accueillir sur Skill Me Up. Tu m'as été suggérée par Florence Bernet, qui est intervenue sur la diversité et inclusion en juin dernier dans l'épisode 33, pour être précis. Aujourd'hui, nous allons bien évidemment explorer le thème du leadership, spécifiquement à l'ère de l'IA. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points, 3 dates ou 3 chiffres clés, s'il te plaît ? Merci Delphine pour l'invitation. Alors pour moi, ce sera 3 dates. Comme tu le disais, je suis une spécialiste de la transformation et les 3 dates, je dirais, c'est 3 dates de ma propre transformation. 2001, jeune diplômée de Sciences Po, je commence une carrière dans un grand cabinet d'audit qui s'appelle Arthur Andersen et arrive un scandale financier et l'entreprise s'effondre. Et je me rends compte déjà que la vie ne sera pas un long fleuve tranquille et qu'il y aura toujours beaucoup d'incertitudes à gérer. Et c'est peut-être pas par hasard que j'embrasse la carrière de risk manager, qui est une carrière que je vais suivre pendant 15 ans à Paris et à Singapour. Deuxième date, c'est la date de la bascule intérieure, puisqu'en 2015, je pose ma démission, pas du tout parce que j'aimais pas mon métier, bien au contraire, mais parce que j'avais besoin de faire un break. J'avais eu un gros incident de parcours, puisque j'avais eu un cancer enceinte de mon 3e enfant, et 2 ans après avoir repris mon poste et mes responsabilités, je me suis rendu compte que j'étais fatiguée et que j'avais besoin de me poser un peu. Et donc, je suis partie sur une formation de coaching dans l'idée, en fait, de devenir une meilleure risk manager et de pouvoir mieux comprendre les dynamiques humaines. Et en 2018, j'ai pas repris le travail. J'ai misé sur moi, j'ai misé sur la création de mon entreprise et j'ai créé donc Arise avec aussi parallèlement la création de mon association C'est mon nouveau moi pour aider les personnes à se reconstruire après un cancer. Et je dois dire que ces 2 engagements avec un même fil rouge, me mettre au service des transformations des entreprises et se mettre aussi au service des transformations individuelles. Waouh. Beau parcours, merci beaucoup Luce. Est-ce qu'on peut démarrer par une définition du leadership ? C'est quoi pour toi le leadership ? Chacun a un peu sa définition et puis j'imagine que tu fais tes cours, tu définis et tu l'opposes peut-être au leader, manager, enfin cette fameuse... C'est exactement ça, c'est la première question de mon cours. Alors du coup, ça va briser le suspense pour les étudiants qui commencent avec moi cette année. C'est quoi le leadership ? C'est quoi être un leader ? Et donc répondre, c'est du charisme, c'est de la communication, c'est de la vision, etc. Je leur réponds un petit peu pour les provoquer. La première caractéristique d'un leader, c'est d'avoir un groupe, d'avoir une équipe, d'avoir des groupes finalement, des collectifs qui l'animent. S'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de leader. Donc déjà, un leader pour moi, c'est quelqu'un qui comprend c'est quoi le sens et la responsabilité d'avoir un collectif à animer, à gérer. Et aujourd'hui, je dirais que le leader n'est pas seulement là pour diriger ou inspirer, mais pour aider les gens à naviguer dans l'incertitude, pour prendre aussi un peu de recul, comprendre où il doit mettre le compas pour lui et pour son équipe, parce que le tempo n'est pas forcément toujours le même entre la rapidité de la technologie et puis la façon dont les humains se transforment. Et je dirais aussi peut-être que le leader doit avoir envie de marquer de son empreinte ce qu'il fait pour devenir catalyseur de sens, de transformation et aussi une boussole éthique pour l'équipe. Ok. Ouais, donc il y a quand même pas mal de dimensions. Et selon toi, est-ce que tout le monde peut devenir leader ? Est-ce que ça s'apprend ? Est-ce que je pourrais devenir leader moi demain ? Ah oui, pour moi, tout le monde peut devenir leader. Je vois pas des gens du tout, des gens qui ont une aptitude à être leader et des gens qui n'ont pas d'aptitude à être leader.
La notion de leadership évolue beaucoup. Donc souvent les gens ils disent je veux pas être leader parce qu'ils ont la notion du leader d'hier. Le leader est pas uniforme dans le temps, hein. Le leader évolue et chacun aussi peut un peu le forger à son image. Aujourd'hui, hein, si on revient à la notion d'aujourd'hui, être un leader, c'est être un point d'ancrage pour une équipe. C'est renoncer au contrôle absolu. Et ça, beaucoup de leaders doivent l'apprendre, hein. Je le vois dans mes coachings, hein. Le lâcher prise, c'est une problématique qui revient très souvent. Et puis, se rendre compte que l'engagement, c'est pas seulement vis-à-vis de ce qu'ils produisent, du résultat, du delivery, mais c'est un engagement qui sont vis-à-vis des autres et notamment vis-à-vis de là ou des équipes qu'ils animent. Donc, on a souvent cette image qui apparaît très souvent. On voit le leader qui est devant, qui donne la vision. Ça, c'était le leader incarné peut-être d'il y a 15-20 ans. Après, on dit maintenant le leader, il est à côté, il fait avec. Et puis moi, je dirais maintenant, il fait avec, mais il est aussi parfois derrière, il est aussi parfois en retrait. Il écoute et ça demande beaucoup d'énergie d'écouter. Il observe avant de décider, il crée les conditions de l'émergence d'une intelligence collective. Et donc tout ça, pour moi, c'est un petit peu, je vous trouve qu'on voit en ce moment, et notamment grâce à l'impulsion de la génération Z, le passage un petit peu d'un ego leadership à un éco leadership. Et c'est tant mieux parce que les ego leaders, les héros leaders, eh ben il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup, ils se sont beaucoup épuisés d'ailleurs. Ça demande beaucoup d'énergie et souvent être un héros, c'est être surhumain et personne n'est surhumain. Exactement, ouais. Alors tu évoques aussi la notion de leadership augmenté. Qu'est-ce que ça implique en termes de compétences à développer ou à inventer? La première compétence pour moi, c'est de savoir surfer sur l'incertitude. Donc ne pas chercher la perfection, ça on le sait depuis un moment avec les méthodologies agiles qui se sont développées. Voilà, on est dans un monde Qui change tout le temps. qui change en permanence. On va en parler avec l'IA, ça change très vite. Donc la capacité à savoir naviguer dans l'incertitude, je dirais que ça c'est vraiment le leadership augmenté. Le discernement, pouvoir à faire appel à son bon sens et ne pas se laisser envahir par le stress. Donc discernement, c'est aussi sa capacité à garder la tête froide et à ne pas réagir ou surréagir par rapport à la pression. Et puis je dirais l'éthique, mais l'éthique pas comme une case à cocher. Voilà, j'ai fait ça, j'ai de la représentativité dans mes équipes, j'ai coché la case, tout va bien, etc. Mais une éthique dans une pratique vivante, c'est-à-dire que à nouveau, on va le voir avec l'IA, on a les choses qui vont se faire de plus en plus facilement et la limite entre ce qui est faisable et souhaitable va être une limite qui va être de plus en plus nécessaire d'avoir. Donc pour moi, c'est ça le leadership augmenté. En préparant cet épisode, tu as évoqué un leadership humaniste, éclairé et aussi inclusif. Concrètement, ça veut dire quoi dans un quotidien d'un manager en 2025? L'inclusivité, c'est quelque chose qu'on a appréhendé très récemment. On s'est rendu compte qu'on pouvait former à la diversité et à l'inclusion et surtout que c'était nécessaire. C'est-à-dire que plus que de chercher l'égalité à tout prix, on s'est rendu compte que la diversité et l'inclusion, la D&I, c'était de la représentativité. Et que plus on était représentatif, plus on pouvait aussi travailler en bonne intelligence collective, savoir aussi gérer, ça peut être des comportements, des caractéristiques différentes, ça peut être aussi des modes de travail différents. C'est aussi l'hybride qui nous oblige aussi à être dans cette pluralité aussi d'approche au travail. Et puis, une chose aussi qui est apparue, c'est l'intergénérationnalité. On s'est rendu compte que c'était également un élément à prendre en compte dans l'inclusivité. Et moi, je pense que être un bon leader, c'est pas seulement administrer la diversité ou pas juste la célébrer, c'est surtout créer les conditions d'un dialogue permanent, quelles que soient nos différences. Et par exemple, je trouve que dans le terme même intergénérationnalité, il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'on dit inter, donc ça veut dire qu'il y a deux camps, on va dire. Et moi, j'aime mieux parler de cogénérationnalité, avec l'idée qu'avoir différentes générations, c'est un win-win. Je peux donner l'exemple de Singapour, où j'ai vécu pendant 8 ans, où le gouvernement a créé des formations co-générationnelles, donc avec des employés, des collaborateurs jeunes sortant d'école et aussi des collaborateurs très expérimentés, en dehors des entreprises, donc pour leur faire apprendre ensemble l'IA, avec du coup les générations jeunes qui sont beaucoup plus aptes à apprendre rapidement tous les outils, et les plus expérimentés qui peuvent expliquer comment ils ont capitalisé leur savoir et leur expertise. Donc je pense que ça fait partie de ce leadership humaniste, c'est de se dire mais l'inclusivité et la représentativité, c'est essentiel pour être un bon leader aujourd'hui.
Et alors donc, puisqu'on évoque l'IA, donc aujourd'hui à l'ère de l'IA, qu'est-ce que ça change pour un leader, un manager? En quoi ça impacte le leadership aujourd'hui? Alors, le leader, notamment ceux qui vont faire, ou qui font leur rentrée en ce moment, doivent se rendre compte qu'il y a, un certain élément de peur dans les équipes et cet élément de peur, il est tout à fait explicable parce que contrairement à toutes les innovations qu'on a pu avoir dans le monde du travail, précédemment, donc que ce soit, les robots, on va dire les machines à la révolution industrielle, l'ordinateur pour la révolution informatique, internet pour la révolution numérique, et ben l'IA, c'est la première fois qu'on a une technologie qui arrive si fort, si vite, pratiquement moins d'une génération, et surtout qui vient de notre monde quotidien. C'est-à-dire que toutes les autres innovations sont arrivées dans les entreprises et ont ensuite envahi, pas dans un sens négatif, mais enfin intégré, on va dire, notre quotidien. Et là, c'est l'inverse. On voit tout ce que l'IA peut faire dans notre quotidien. Et bien sûr, on se dit, bah, est-ce que je vais vraiment encore avoir une valeur ajoutée quand je serai au travail ou dans quelle mesure mon travail risque d'être menacé par l'IA. Donc ça crée une angoisse qui est forte et qui doit être comprise par les managers, c'est-à-dire, bah voilà, c'est cette proximité de la technologie qui la rend tellement évidente. Hein. On sait que l'IA, c'est le prochain chapitre, et en même temps, ce rythme effréné. Voilà. Ok. Du coup, selon toi, comment on peut former des leaders capables de collaborer avec l'IA tout en gardant quand même une certaine boussole humaine, comme tu le dis? Alors, je pense qu'il va falloir apprendre à collaborer avec l'IA. C'est-à-dire que c'est pas qu'on fait faire par l'IA, c'est qu'on doit faire avec l'IA. On doit être très clair sur qu'est-ce qui a été produit par une personne et qu'est-ce qui a été produit par de l'IA et comprendre que les deux peuvent fusionner. Donc, par exemple, pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple de Moderna. Moderna, c'est une entreprise qui a accéléré la mise en production des vaccins de manière absolument ahurissante grâce à l'IA, qui a été capable de travailler vite, faire des calculs, etc. Donc ça nous convient très bien qu'un vaccin soit produit plus vite, on est tous ravis. En revanche, Moderna a aussi créé 3000 GPT personnalisés qui ont agi comme des analystes R&D juniors. Et donc là, bien sûr, on est beaucoup moins confortable avec cette idée puisque on voit que ça menace les emplois et notamment les emplois les plus juniors. Par rapport à ça, ce que Moderna a défendu, c'est l'idée qu'il va falloir de plus en plus créer des couples humains-IA qui vont être capables de travailler ensemble. Et la nouvelle DRH qui s'appelle Tracy Franklin, et non seulement en DRH en fait, elle s'appelle Chief People and Digital Technology Officer. Donc elle a fusionné l'IT et la RH en disant qu'il fallait au mieux aligner l'humain et la technologie. C'est fort ça quand même de fusionner ça au sein du titre. Ça montre quand même que maintenant l'IA est considérée quelque part comme un collègue en fait. C'est une ressource, un élément productif au même titre que les collaborateurs. On se demande dans quelle mesure un collaborateur va devoir devenir quelque part aussi alors peut-être pas un manager, mais en tout cas un encadrant pour l'IA. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, et là c'est tout à fait intéressant ce que tu viens de dire, c'est que tout collaborateur demain va devenir responsable de la donnée qu'il travaille, de la donnée qu'il produit, de la donnée qu'il utilise. Et cette donnée, avant, en fait, on avait les 3 R, c'est-à-dire que la donnée, elle devait être récente, reliable, donc fiable et relevant, pertinente. Et ben aujourd'hui, cette donnée, elle doit aussi être représentative, pour reprendre tout ce qu'on disait à propos de l'inclusion, et aussi responsable, c'est-à-dire qu'il va falloir savoir que quand j'utilise telle donnée, elle pourra être utilisée dans l'IA de telle et telle manière. Toujours bien garder en tête ce cycle de la donnée. Et ça, oui, effectivement, c'est quelque chose qui est nouveau et je pense qu'ils vont faire partie du travail de demain, ouais, de notre rapport au travail. Et peut-être pour un dernier point pour répondre à ta question, hein, c'est ce qu'il va falloir aussi mettre en place, c'est avec l'IA, il va y avoir ce rapport avec la machine, on va dire, mais il va falloir aussi garder des espaces de collectif. C'est-à-dire que effectivement, si chacun travaille avec la machine tout le temps, quelle valeur on va donner au lien? Et puis, il y a forcément un risque d'isolement très fort qui risque d'apparaître, en tout cas un sentiment de déshumanisation. Donc garder des espaces d'intelligence collective, c'est un élément clé pour travailler avec l'IA demain. Tu viens d'évoquer ce risque en quelque sorte d'isolement. Est-ce que tu vois d'autres écueils que l'IA entraîne, que tu observes en entreprise?
Si on parle d'aujourd'hui, et certainement que ça, comme ça va tellement vite, on dira pas la même chose d'ici peu de temps. Et je pense qu'un des grands écueils, c'est d'arrêter déjà de faire de l'IA clandestin. Moi, j'appelle ça, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire que il faut pas avoir peur de dire qu'on utilise l'IA en entreprise. On le sait, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais le nombre de personnes qui utilisent l'IA par rapport au nombre de personnes formées à l'IA est beaucoup plus important. Donc les gens utilisent l'IA et ce n'est pas encore encadré. L'usage n'est pas encore encadré en entreprise. Et donc ça amène des gens à utiliser l'IA, parfois sans se rendre compte qu'ils peuvent faire des choses qui sont pas dans le respect des données de confidentialité, d'éthique, etc. Et puis surtout de manière pas alignée. Donc il faut pour le leader pouvoir dire aux personnes quel a été finalement le prompt, quel a été le point de départ, le déclencheur de la discussion et travailler plus sur le process en fait de comment tu es arrivé à cette conclusion avec l'aide de l'IA plutôt que de s'attaquer au résultat et de dire ah bah c'est super, t'as fait un super truc et ça en jette parce que ça a été fait par l'IA. Je vais te donner un exemple. Donc moi, je suis donc professeure à Sciences Po Paris et HEC et je suis partie d'un groupe de profs à Sciences Po. Et au tout début, avec l'apparition de l'IA, on a vu tout à coup des essais qui étaient excellemment faits, des étudiants qu'on entendait parler anglais plus ou moins bien, qui rendaient des essais dans un anglais sublime. Et on s'est dit, mais comment est-ce que déjà on peut vraiment évaluer ces étudiants et comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de juste pour ceux qui n'utilisent pas l'IA? C'était la question de l'époque. Bon, bien sûr, on peut pas empêcher les étudiants d'utiliser l'IA. Et très vite, on a tous détecté ceux qui, il y a un ton dans l'IA en fait qui revient. Il y a une espèce de redondance dans la façon de penser qui est quand même très vite perceptible. Et ce qui est assez intéressant, c'est que il y a eu récemment un procès d'une étudiante américaine qui a eu gain de cause et s'est fait rembourser ses frais d'inscription à l'université parce que elle avait vu qu'un professeur avait utilisé l'IA. Donc maintenant, on commence à avoir des étudiants qui se plaignent du fait que les professeurs utilisent l'IA. Donc, on voit que l'IA est repérable et que finalement, ce qui fait la valeur vraiment de la pensée, c'est ce petit pas de côté. C'est la façon dont on transmet ses connaissances, dont on les restitue, et puis aussi le petit pas de côté qu'on peut faire pour amener voilà, une nouvelle perspective dans son travail. Donc ça, c'est l'écueil principal que tu vois. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors l'autre, c'est aussi, je pense qu'il faut former les leaders à comprendre les IA, parce que depuis le début de cette interview, on parle de l'IA, mais en fait, il y en a plusieurs. Et c'est de former les leaders et tout le monde, d'ailleurs tous les collaborateurs, au fait que, voilà, il y a des IA qui vont nous permettre de traiter plus vite des infos données, qui vont nous permettre d'aller jusqu'à de la prédiction. Il y a des IA génératives qui on peut donner une action, qui vont traiter et créer et faire un produit fini. Et puis, il y a aussi l'IA agentique qui va créer même sans intervention directe de notre part. Et parfois, du coup, avec aussi des black box, c'est-à-dire comment est-ce qu'on garde la traçabilité de ce qui a été créé quand on ne sait pas forcément le cheminement qui a été suivi. Cette notion de traçabilité, ça va être une notion qui va être de plus en plus difficile. Et les garde-fous dans les entreprises vont être nécessaires, c'est-à-dire il va falloir très certainement avoir des comités qui vont permettre de savoir jusqu'où on va avec l'IA et comment est-ce qu'on garde la main sur sur le résultat et le process d'arriver au résultat. C'est ça. Et alors, selon toi, est-ce qu'il y a des compétences qui deviennent critiques avec la généralisation de l'IA et qu'on devrait rendre obligatoires dans les formations, qu'elles soient initiales ou continues? Oui, alors je vais redire un peu ce que j'ai dit, mais la pensée critique, le discernement, savoir questionner les résultats, savoir challenger, ça va devenir une compétence essentielle. L'éthique à nouveau, c'est-à-dire même plus que l'éthique, c'est presque le sens moral en fait. Et la question, ça va poser la question de la performance. On veut toujours faire plus, on pourra peut-être toujours faire plus à l'avenir, mais est-ce que c'est vraiment responsable de faire plus? Est-ce que c'est vraiment durable de faire plus? Est-ce que ça n'épuise pas les gens, les systèmes? Donc il va y avoir ces questions qui vont venir et c'est pas des nouvelles questions finalement. L'éthique et le discernement, c'est pas des compétences qui sont nouvelles, mais c'est que si on les ignore à l'heure de l'IA, ça risque de devenir un risque systémique. Donc ça peut avoir des effets beaucoup plus forts. Et on le voit aussi, ça peut avoir des effets réputationnels. J'ai donné l'exemple de Duolingo qui est passé au tout IA et qui s'est fait bâcher par ses utilisateurs qui ont trouvé qu'il y avait une baisse dans la qualité. Je ne sais pas si cette baisse, elle est réelle ou pas, mais en tout cas, c'est sûr que en termes de réputation, ça a eu un impact négatif. Et puis l'autre package, je dirais, de compétences qui deviennent critiques pour moi, c'est le petit pas de côté, la créativité. Qu'est-ce qu'on input et comment est-ce qu'on voit les choses différemment? Et ce petit pas de côté,
S'il est fait en plus collectivement, avec toute la diversité et la richesse que peut avoir un groupe, on a vraiment une distinction très forte par rapport à l'IA et la capacité vraiment de pousser vers de l'innovation. Ouais, continuer à réfléchir ensemble et pas juste à travailler en solo, chacun avec son IA et son PC, quoi, en fait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait déjà avant l'IA, avec la multiplicité des canaux, le travail hybride, ce repli était déjà visible et c'est sûr que l'IA risque de menacer tout cet espace de lien qui est nécessaire. On est des animaux sociaux avant toute chose et on a besoin de liens dans une entreprise. Et donc, c'est sûr qu'il va falloir freiner le tempo pour pouvoir garder ces espaces d'intelligence collective, mais qui sont ô combien nécessaires et pour la santé humaine des collaborateurs, et pour la créativité, l'innovation et la mise en place d'une sécurité psychologique dans le collectif. Et alors du coup, est-ce que tu pourrais résumer en une phrase le nouveau rôle du leader à l'ère de l'IA? En une phrase, c'est difficile, mais je dirais que pour moi, le leader de demain, c'est pas forcément celui qui va connaître les modèles d'IA par cœur, mais c'est celui qui aura justement le discernement pour tracer la ligne entre l'utile, le juste et l'inacceptable. Chouette. Belle phrase. Merci. Et pour terminer, si tu devais donner un seul conseil à un DRH ou un responsable formation, en lien avec ce qu'on vient de se dire, ce serait lequel? Alors, je dirais déjà, c'est de pas céder au FOMO, de fear of missing out. Pour moi, les DRH ont besoin de revenir vraiment à cette notion de gardien du sens, gardien du lien dans les entreprises. Donc, ne pas faire de l'IA pour faire de l'IA, faire monter tout l'ensemble des collaborateurs de manière uniforme, donc pas avoir des espèces de champions de l'IA et puis les autres, parce que ça crée un sentiment d'injustice très fort. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire de le faire dans un rythme qui soit justement inclusif, constant, et puis que les formations soient faites ancrées dans le réel, avec de la formation expérientielle, des cas d'études très pratiques, et notamment en termes d'éthique. Comment est-ce que pratiquement on applique cette éthique, et des transferts de connaissances qui, pour moi, ne peuvent se faire jusqu'à leur plein potentiel qu'avec l'aide du coaching. C'est-à-dire, j'apprends des choses, mais ensuite, moi, dans mon quotidien, comment j'applique une nouvelle façon de penser, un nouveau rapport au travail, une nouvelle posture dans mon travail qui lui-même aura changé. Donc, pour pouvoir appréhender tout ça, évidemment, le coaching pour moi est essentiel. C'est clair et surtout ça permet d'évoluer dans le temps avec des problématiques qui n'ont peut-être pas encore émergé au moment de la formation première et qui au moment où on pratique au fur et à mesure émergent, et si on est livré à nous-mêmes, on n'a pas la solution. Alors via le coaching, on peut trouver des solutions et continuer à avancer. Tout à fait. Merci beaucoup Luce. Alors je te propose maintenant de passer aux questions signature du podcast. Ma première question, c'est comment fais-tu ta veille? Cette question, elle m'a un peu bousculée parce que je me suis rendu compte que je faisais pas ma veille de manière structurée, alors que je suis plutôt une personne structurée. Donc ça m'a interpellée. Alors bien sûr, je fais quand même beaucoup ma veille sur LinkedIn parce que c'est un peu un réceptacle de tout ce qui se passe en ce moment. Et je me suis rendu compte que j'utilisais un peu LinkedIn comme j'utilisais, comme mon père, qui était ethnologue, sociologue, utilisait une émission de l'époque qui m'obligeait à écouter, qui s'appelait Les auditeurs ont la parole. Tous les midis, ma sœur et moi, on devait écouter Jean-Jacques Bourdin. Et il disait que ce qui était intéressant, c'était d'écouter tout ce que tout le monde disait sur les sujets de société, que ce soit les petites gens, ou les sachants, ou les dirigeants, etc. Et je trouve que dans LinkedIn, bon, bien sûr, ça reste quand même à un niveau très corporate, mais je trouve qu'on a beaucoup de choses qui transparaissent. Et je fais un petit peu ma veille comme ça, de manière intuitive, en écoutant ce qui se dit. Ceci dit, il y a quand même quelques personnes que j'aime bien suivre. J'aime beaucoup suivre Fabienne Boucaret, Séverine Loureiro sur voilà, tout ce qui est mutation du monde du travail. Ilham Ilhoum sur l'IA, c'est toujours en plus des sources très intéressantes. Et Maxime Blondeau aussi, c'est une personne que j'aime bien suivre. Parfait, merci. Quelle est la formation qui a eu le plus d'impact sur toi et pourquoi? Alors la formation qui a eu le plus d'impact sur moi, c'est une formation au coaching systémique que j'ai eue avec Olivier Millet, qui m'a vraiment permis de comprendre que c'était pas seulement faire bouger les individus qui était intéressant, mais c'était de faire bouger les systèmes, et que quand un système résistait, souvent ça ne faisait que renforcer, et qu'il fallait s'attaquer plus à la dynamique du système qu'aux symptômes. Donc ça m'a vraiment permis de changer complètement mon approche du coaching.
Puis je vais me permettre de rajouter une formation aussi, puisque c'est la formation que je fais actuellement, qui est une formation délivrée par l'ESCP qui s'appelle AI for Business. Parce que, bien que j'ai eu toujours un intérêt pour la tech, j'ai dû aussi, comme beaucoup de gens, apprendre ce que c'était que l'IA. Et cette formation, elle pose des bases très solides, sans jargon. Elle me permet en tout cas de comprendre non seulement l'IA, mais aussi ses impacts, ses limites et les transformations de demain. Donc c'est vraiment une formation passionnante. Que tu recommandes alors. Oui, tout à fait. Et pour terminer, quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous, Luce ? L'actualité, c'est pour moi le lancement très prochain de mon nouveau programme qui va s'appeler Coro. Coro, c'est un manifeste pour un collectif robuste, donc d'où le co de collectif et le ro de robuste. Parce que en fait, je me suis rendu compte que très souvent dans les entreprises, on s'attaquait à soigner ce qui ne marchait pas, en ne prenant pas la notion de l'épuisement qu'il pouvait y avoir de manière systémique. Moi, j'aime bien parler de burn-out collectif. On se rend compte que il y a des fuites d'énergie. Les leaders ont des fuites d'énergie, les équipes ont des fuites d'énergie, les partenaires et tout le système a des fuites d'énergie. Et tout ça, en fait, c'est lié pour moi à trois éléments simples finalement, qui est que il y a trop de transformation et pas assez d'intégration. Et avec l'IA, on risque d'être en plein dedans. Il y a une volonté de faire du collectif, voire une injonction de faire du collectif, mais en fait, dans la réalité, les gens travaillent en silo. Et puis, il y a ce discours qui dit qu'on doit faire attention à la santé mentale des collaborateurs, mais en même temps, il y a un écart entre les valeurs qui sont proclamées, parfois aussi les valeurs d'entreprise, et ce qui se passe sur place. Et donc, pour moi, si on arrive à résoudre ces trois gaps systémiques, on peut travailler sur un collectif et le prendre comme ça dans son ensemble, dans un programme beaucoup plus qui prend du recul et qui n'accable pas soit les managers, soit les équipes. C'est essentiel pour pouvoir avancer. Ouais, et puis du coup, ça peut aussi les débloquer pour avancer, effectivement. Parce que c'est pas la faute d'un tel, c'est pas... Voilà, on est tous concernés et comment on fait pour y arriver. Voilà, c'est trop facile de dire que ça marche pas parce qu'il y a un manager toxique, que c'est une équipe qui n'est pas engagée, qui n'est pas motivée, ou que c'est l'entreprise qui a des valeurs toxiques. C'est trop facile. Et du coup, ce programme, il sort quand, Luce ? Il sort là, incessamment sous peu, septembre-octobre. Très bien, génial. Super. On prendra des nouvelles alors. Voilà, c'est ça. Et c'est un programme commun puisque je le développe avec une coach qui s'appelle Catalina Mariota, qui est aussi la grande papesse du disque puisqu'elle délivre les formations disques de Persologue. Et donc voilà, avec beaucoup de conviction, on est persuadé que cette approche permettra au collectif de bouger dans des moments de grande transformation. Ah, j'en suis persuadée également. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Luce, je voulais te remercier pour ce que tu nous avais partagé sur le leadership, notamment à l'ère de l'IA. Moi, ce que je retiens, c'est que le leadership est une notion qui évolue dans le temps et non pas une définition figée restée dans les années 2000. Ça évolue toujours. Que du coup, le contexte de l'IA fait qu'il doit s'adapter encore plus, notamment en développant la capacité à manager dans l'incertitude, en développant son discernement et en développant son sens de l'éthique, tout en ayant une vision claire sur les data et les 5 R. Tout à fait. Et puis peut-être un dernier mot, notamment parce que moi je travaille beaucoup au contact d'étudiants. J'entends de plus en plus d'étudiants qui disent je ne veux pas devenir leader, mais c'est aussi aux prochaines générations de forger ce que sera le leader de demain. Comme tu l'as dit, c'est une notion qui évolue. Donc continuons à la faire évoluer. Et moi je suis une grande optimiste, donc j'ai confiance dans le genre humain et j'ai confiance que le leadership va pouvoir relever le défi de l'IA demain. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup Luce pour cet épisode. J'espère qu'il répondra à plusieurs questions. Et puis bonne chance aussi pour le lancement de ce programme. Merci beaucoup Delphine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.